Bonjour à tous, bienvenue dans la suite de cette série de vidéos consacrée au théorème de Gauss. Pour rappel, on avait décidé de se placer dans le cadre d'un exemple ici d'une distribution de charges à symétrie sphérique, dont la répartition est caractérisée par une certaine densité de charge ρ, un certain nombre de coulombs par mètre cube que l'on suppose homogène au sein ici d'une boule, d'accord, dans l'espace, avec une charge donc répartie en volume, à l'intérieur également de la boule, hein. Donc ça c'est par exemple une boule de pétanque chargée. Et donc notre objectif était d'essayer de calculer le champ électrostatique créé par cette boule en un point quelconque de l'espace, en tout point de l'espace. Donc on avait placé au hasard un point quelconque M dans l'espace ici, et dans la vidéo précédente, grâce à l'étude des symétries et des invariances, on a démontré que le champ électrostatique en ce point M était nécessairement orienté par le vecteur ER d'une base sphérique associée à un repère sphérique centré sur l'origine O de la boule ici, et que la composante de ce champ selon ER était une fonction simplement et seulement de la distance entre le point O ici, le centre de la boule, et le point M, distance notée R. Alors, dans cette vidéo, maintenant, on va partir de ce résultat et essayer de déterminer la dernière inconnue dans ce problème, à savoir cette composante ER. D'accord? Si on détermine cette composante, alors on a une expression pour le champ électrostatique créé par cette boule en n'importe quel point de l'espace. Alors, l'outil qu'on va utiliser dans cette vidéo, c'est le théorème de Gauss. Alors, le théorème de Gauss, il dit quoi? Il dit que si j'isole une certaine région de l'espace du reste de l'univers en utilisant une surface fermée, d'accord, donc cette surface étant fermée, elle englobe un certain volume, d'accord, donc cette surface permet d'isoler comme ça une certaine région de l'univers. Et le théorème de Gauss dit que si on se place à l'extérieur, un certain observateur à l'extérieur de cette zone ici, là, de l'espace, verrait une certaine quantité d'électricité traversant cette surface, et il le verrait à travers le flux du champ électrique ici qui règne dans cette région de l'espace, hein, il règne dans tout l'espace, ce champ électrostatique. Donc un observateur verrait la quantité d'électricité traversant cette surface, et ça, c'est une grandeur qui se mesure à travers le flux. D'accord? Donc le flux du champ électrostatique à travers cette surface ici, hein, noire, qui s'appelle la surface de Gauss, bien Gauss dit que ce flux, cette quantité d'électricité, est toujours proportionnelle à la quantité de charge électrique qu'il y a à l'intérieur de la surface. D'accord? Donc si j'ai une certaine charge distribuée comme ceci, par exemple, dans un volume, par exemple, à l'intérieur de ma surface, cette quantité de charge, on l'appelle la charge intérieure, on la note Q1. Ben, Gauss dit que le flux du champ électrostatique, mesuré à travers cette surface, est toujours proportionnel à cette charge intérieure, et le facteur de proportionnalité, c'est une certaine constante qui est la permittivité électrique du milieu, qui est ici le vide. D'accord? Donc ça, c'est une constante epsilon 0. OK? Alors, voilà le théorème de Gauss. Alors, comment est-ce que nous, on va l'appliquer pour résoudre notre problème? Comment est-ce qu'on va l'appliquer pour essayer de déterminer cette fonction ER de R ici? D'accord? Alors ça se fait en plusieurs étapes. OK? Alors, la première étape consiste à, ici, choisir la bonne surface de Gauss. D'accord? Alors, ce théorème de Gauss, il est un peu magique, hein, dans le sens où il s'applique quel que soit le choix de surface. Quelle que soit la surface ici sigma que l'on choisit, le théorème de Gauss donnera toujours le même résultat. Ok? Alors, ici, ce choix de surface, au départ, il est un petit peu déstabilisant, hein. Quand on commence à faire ce type de physique ici, là, on se pose naturellement la question de savoir, ouais, cette surface, alors d'abord, c'est quoi? Et puis ensuite, comment est-ce que je vais la choisir? D'accord? Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette surface, elle est totalement fictive. D'accord? C'est une vue de l'esprit, et c'est un outil
calculatoire dont le but est simplement d'arriver à calculer le champ électrostatique. D'accord? Donc, si on veut, je ne sais pas, monter un meuble, on a besoin d'un outil qui serait un tournevis, par exemple. Et ben, là, l'opération, c'est de déterminer le champ électrostatique. L'outil, c'est la surface de Gauss. D'accord? Donc, cette surface, elle est fictive et c'est à nous de la choisir. Alors, pour la choisir, il n'y a que deux contraintes à respecter. Un, elle doit être fermée. Pourquoi? Parce qu'on veut qu'elle renferme un volume pour que le théorème de Gauss ait un sens. Donc, elle doit être fermée. Et deuxième contrainte, on va vouloir que cette surface, elle contienne le point M où l'on veut déterminer le champ. Pourquoi? Parce qu'on est intéressé par la valeur du champ, ce point M, et la valeur du champ, ce point M, va sortir naturellement de ce calcul de flux. Et le flux fait apparaître la valeur du champ, d'accord, sur la surface. Donc si on veut en extraire la valeur du champ au point M, il faut que ce point M ici appartienne à la surface. D'accord? Donc 1, elle doit être fermée, 2, elle doit passer par le point M. Alors, je tiens à être rassurant parce que des surfaces, il y en a une infinité. Et si on commence à se dire, oulala, mais il va falloir que je choisisse la bonne surface, comment je vais faire? Alors, dans la plupart des cas d'école, hein, alors pas forcément des cas de la vie réelle, dans les cas d'école, ce sera essentiellement deux surfaces qui vont apparaître dans l'utilisation du théorème de Gauss. Ce sera soit des sphères, soit des cylindres. Avec la sphère et le cylindre, on arrive à résoudre la plupart des cas d'école. D'accord? Donc ça, c'est rassurant. Il n'y a pas à aller chercher parmi un nombre infini de surfaces. Alors, comment choisir cette surface? D'accord? Comment on s'y prend? Alors, là, le choix de surface, il va être dicté, comme souvent, par une loi fondamentale en physique, qui est celle de l'emmerdement minimum. D'accord? Parfois appelé le principe de moindre action. Ok? On va essayer de choisir cette surface de sorte à ce que le calcul du flux soit le plus simple possible. Voilà ce qui va guider mon choix de surface. Alors, quand est-ce que ce flux est facile à calculer? Eh bien là, vous voyez que vous avez deux vecteurs, le E et le DS, hein, le vecteur surface élémentaire de la surface et le champ électrostatique sur cette surface. Ce produit scalaire va être particulièrement simple si le champ électrostatique sur la surface et le vecteur DS sont collinéaires. S'ils sont alignés l'un avec l'autre, alors le calcul du produit scalaire va être immédiat et le calcul du flux va être simple. Alors, ce n'est pas toujours possible de trouver une surface qui a un DS qui est partout collinéaire à la valeur du champ électrostatique sur cette surface, mais le tout, c'est de réussir à trouver une surface qui, sur au moins un morceau contenant le point M, elle ait un DS qui soit collinéaire avec le champ électrostatique. Alors, quels sont les types de surfaces qui peuvent nous intéresser ici? Alors, je dis collinéaire à DS, donc là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'information capitale, elle est ici, là. Elle est dans le vecteur qui porte la direction du champ électrostatique. C'est pour ça que le théorème de Gauss, on va l'appliquer que dans des situations très symétriques dans lesquelles le champ électrostatique, il est dirigé typiquement selon un des vecteurs de la base du système de coordonnées choisi. Sinon, ça devient tellement difficile que le théorème de Gauss n'est pas forcément utile. Alors je vois qu'il est orienté selon ER, mon champ électrostatique. Alors je regarde dans ma liste de surfaces, hein, j'ouvre ma caisse à outils, qu'est-ce que j'ai comme surface qui aurait un vecteur élément de surface, ou surface élémentaire, hein, c'est synonyme, qui soit aussi orienté selon ER. En y réfléchissant un petit peu, on voit qu'il y a un type de surface bien adapté, qui sont les sphères. D'accord? Si je prends comme surface de Gauss une sphère ici de centre O, alors son vecteur ds va aussi être orienté selon le vecteur ER. D'accord? Le vecteur ds hein, sur la sphère, hein, il est orienté selon le vecteur ER. Donc le choix d'une sphère est un choix judicieux de surface de Gauss pour ce calcul. D'accord? Donc écrivons-le. Pour ma surface sigma, ici, là, je vais prendre une sphère. Alors la sphère, il faut la caractériser hein, correctement. Une sphère est caractérisée par son centre. Donc là, on va la centrer sur l'origine ici de la boule. Hein, d'accord? Et on va choisir son rayon. Alors, quel est le rayon qu'il faut choisir ici? Eh bien, on a une condition à respecter, vous vous souvenez, c'est que cette surface doit contenir ici le point M. D'accord? Du coup, le rayon à choisir, c'est la distance OM. La distance OM, c'est donc la valeur de la variable R ici. D'accord? Donc on va
ce R ici, là, cette distance OM étant fixée, on choisit de prendre une sphère de centre O et de rayon R. D'accord? Ça, c'est un bon choix et on va le vérifier en calculant le flux. Alors, pendant qu'on y est, dans cette étape, on va écrire le vecteur ds de la sphère. Le vecteur ds, c'est r carré sinus θ dθ dφ. D'accord? On va écrire le dθ avant. Dθ dφ. D'accord? Et ce vecteur ds, il est porté par la direction ER, et c'est pour ça, parce que le ds est selon ER, que l'on a choisi cette surface de Gauss. D'accord? Alors ça c'est fait. Alors maintenant, est-ce que c'est un bon choix? On va voir. On a l'impression, mais ce n'est que en passant à l'étape 2, d'accord, l'étape calcul du flux, que l'on va savoir si notre choix est judicieux. D'accord? Étape 2, calcul du flux. OK? Alors, ça, c'est calculatoire maintenant. La phase des choix a été faite. On a choisi une sphère, donc maintenant, allons-y. Et c'est maintenant qu'on va savoir si notre choix est judicieux. Calculons le flux à travers notre surface de Gauss du champ électrostatique. D'accord? Alors, c'est parti. Comment on calcule un flux? Il y a une vidéo là-dessus qu'on peut aller consulter. Et dans cette vidéo, on voit que la première chose à faire, c'est de remplacer le champ de vecteur et le vecteur surface élémentaire par leurs expressions. Alors, eux, ici, là, c'est donné par une composante ER, d'accord, selon le vecteur ER. Donc ça, c'est E. Je vais mettre des parenthèses pour que ce soit clair. Produit scalaire avec notre ami ds. D'accord? Et notre ami ds, on l'a écrit là-haut, c'est r carré sinus θ dθ dφ. D'accord? Et tout ça, c'est également selon ER. D'accord? Alors, vu qu'ici, j'ai remplacé mon ds par une expression avec des variables d'intégration, θ et φ ici, eh bien, il faut que je donne des bornes à θ et φ. D'accord? Alors, θ, dans notre convention, c'est l'angle entre l'axe OZ, qui est choisi verticalement, et le vecteur OM. Ça, c'est θ. θ, sur la sphère, on va l'autoriser à varier entre 0 et π. D'accord? Et c'est phi qu'on va choisir comme étant envisageable entre 0 et 2π pour faire tout le tour de la sphère dans la direction ici donnée par E phi. D'accord? Donc, par convention ici, on va mettre la première borne ici 0π pour la première variable d'intégration. C'est une convention usuelle avec les intégrales multiples. Et la deuxième borne pour la deuxième variable d'intégration, phi. OK? Alors on y va, on continue. Donc là, première chose à faire, calculer ce produit scalaire. D'accord? Donc vous avez dû voir, ou vous verrez dans vos cours de maths, que le produit scalaire, il est bilinéaire. Ce qui veut dire en particulier que si j'ai une constante ici devant un vecteur et une autre constante devant un autre vecteur, je peux les sortir du produit scalaire et me ramener au produit scalaire de mes deux vecteurs. Donc ici, ER, produit scalaire ER, ça fait quoi? Vous le savez, ça fait 1 parce que la base sphérique, elle est orthonormée. D'accord? Donc, ce produit scalaire ici, ER scalaire ER, il fait 1. On va faire une deuxième chose dans la même étape. Comme d'habitude avec les intégrales, qu'elles soient simples ou multiples, on va sortir tout ce qui est constant ici de l'intégrale. Alors on voit qu'on intègre que par rapport à θ et φ. On est en train de se promener sur la sphère de rayon R. D'accord? Donc tout ce qui est une fonction de R, sur la sphère de rayon R fixée, ça devient une constante. D'accord? Donc ici, la fonction E de R et le R carré sont des grandeurs qui, sur la sphère de rayon R, sont constantes. D'accord? Donc on peut les sortir de la double intégrale et se ramener avec l'intégrale entre 0 et π et 0 et 2π de ce qu'il reste à intégrer, sinus θ dθ dφ. OK? Alors, bon, ceci étant dit, reste à calculer cette intégrale ici, cette double intégrale. Alors, sinus θ intégré entre 0 et π, ça fait quoi? Alors, je primitive sinus θ, ça fait moins cos θ, qui, pris entre 0 et π, va me faire 2. D'accord? Ça va me faire 1 moins 1, ça fait 2. Donc, sinus θ intégré entre 0 et π, ça fait 2.
c'est le résultat de cette première intégrale. Reste ensuite à calculer l'intégrale par rapport à phi, c'est immédiat, d'accord? Vous avez 1 ici, dφ intégré entre 0 et 2π, ça fait 2π. Donc l'intégrale angulaire hein, sur la sphère, de toute façon, elle fera toujours 4π. D'accord? On pourra utiliser ce résultat pour aller plus vite dans les calculs. D'accord? Donc le résultat final pour le calcul de mon flux, c'est comme souvent, la valeur du champ sur ma surface multipliée par l'aire de la surface. D'accord? Ceci est tout sauf un hasard. L'aire de la sphère, c'est 4πr carré. On vient de le redémontrer dans ce calcul. On vient simplement de calculer l'aire de la sphère de rayon R ici. D'accord? Donc ça, c'est fait. Ça, c'est l'étape 2, calcul du flux. Choix de surface, étape 1, calcul du flux, étape 2. Étape 3, bah, si on regarde notre théorème de Gauss, là, droit dans les yeux, qu'est-ce qui reste à faire? Bah, maintenant, on va s'intéresser au côté droit. On va s'intéresser à la charge intérieure. D'accord? On va essayer de calculer la quantité de charge qu'il y a à l'intérieur de notre surface de Gauss. D'accord? Donc, calcul du flux. Maintenant, on s'intéresse à la charge intérieure. Alors, comment ça marche ça? Eh bien, on va faire un petit dessin. D'accord? On va faire un petit dessin. On va reprendre notre boule ici, chargée. D'accord? On va se dire que nous, on avait un point M quelque part par là. Ok, on avait un point M ici, par exemple. D'accord? Et on a choisi comme surface de Gauss une sphère, d'accord, de rayon R. On va le représenter, ce rayon, il est là, d'accord? Et nous, on a choisi une sphère de rayon R, d'accord, qui entoure notre boule. D'accord? Donc ça, le dessin est merdique, hein, mais c'est censé être une sphère. D'accord? Ça, c'est notre surface de Gauss. Ok? Alors, la question de la charge intérieure, hein, on peut la poser d'un point de vue technique, c'est-à-dire qu'on peut la calculer, cette charge intérieure. C'est quoi? Définition, c'est la triple intégrale de ρ dV. Ρ, c'est la densité volumique de la charge, de notre distribution de charge, d'accord, intégrée sur le volume intérieur à notre sphère de Gauss, c'est-à-dire ici la boule, d'accord, de rayon R. Ok? Ça, on peut l'écrire, on peut faire le calcul, ça marche. Ici, je vais choisir un autre point de vue, qui est un point de vue plus de raisonnement et de bon sens. D'accord? Parce que dans certains cas, on n'aura pas de formule explicite pour la distribution de charge, donc il ne sera pas question de faire une intégrale, il s'agira de réfléchir. Bon, alors là, la question, elle est très simple au final. Quel est le nombre de coulombs que j'ai à l'intérieur de ma sphère noire ici? D'accord? Et ben, j'ai quoi? Ben là, j'ai du vide, du vide, du vide, du vide, et hop, là, j'ai de la charge. Donc en fait, la charge intérieure à ma surface de Gauss, c'est la charge de ma boule. On est d'accord, hein? Mais je vais l'écrire ça. C'est la charge de ma boule. C'est la charge totale de ma distribution de charge. D'accord? Alors, comment on la calcule, la charge de cette boule? Eh bien, on va dire que notre sphère, admettons qu'elle a un rayon qu'on va appeler petit a. D'accord? On connaît la densité de charge, le nombre de coulombs par mètre cube de cette boule. Comment est-ce qu'on en déduit la charge totale de la boule? Bon, eh bien là pareil, hein, techniquement, normalement, c'est une triple intégrale de ρ dV sur le volume de la boule. Mais vu que la densité de charge ici, elle est constante, d'accord? On a dit qu'on avait une distribution homogène, ok? Et bien à ce moment-là, comment je fais pour simplement évaluer la quantité de charge ici? Ben, je vais dire que c'est simplement le nombre de coulombs par mètre cube que multiplie le nombre de mètres cubes de ma boule. D'accord? Donc en fait, la charge de la boule, hein, c'est simplement ρ fois, hop, il y a mon écran qui s'en va. Ça lui arrive des fois quand les calculs deviennent trop complexes. Donc on va le faire revenir, d'accord? N'aie pas peur. Voilà, tout va bien se passer. Ok, donc la charge de la boule, c'est donc la densité de charge fois le volume de la boule. D'accord? Alors ça marche, hein, attention, que parce que ρ est une constante. D'accord? Parce que la distribution est homogène. Sinon, il faudrait calculer l'intégrale triple. Ici, on n'en a pas besoin, donc on ne va pas le faire. Donc, c'est quoi le volume de la boule?
bah, la boule elle a un rayon A, bah, c'est 4 tiers de pi fois A, le rayon de la boule, au cube. D'accord? Et bien ça, c'est donc tout simplement au final, hein, vous voyez qu'on a raisonné, on n'a pas fait de calcul atroce. Ça, c'est la charge intérieure, la charge contenue dans la surface de Gauss ici. OK? Bon, et ben là, ben, on a tout ce qu'il faut. D'accord? On a choisi la surface, ce qui nous a permis de calculer le flux. D'accord? On a évalué la charge intérieure. Et ben la dernière étape, c'est tout simplement la conclusion. D'accord? Donc on y va. Dernière étape, étape de conclusion. Je vais dire qu'on va appliquer la formule de Gauss. D'accord? Application de la formule de Gauss. C'est le meilleur moment. D'accord? On a fait le plus dur, on a bien bossé. Ben maintenant, on va juste mettre tout bout à bout. OK? Alors, eh ben, on se rappelle, c'est quoi le théorème de Gauss? Le flux à travers une surface fermée du champ électrostatique est égal à la charge intérieure divisée par epsilon 0. Et ben ça, et ben nous maintenant, on va simplement dire que cette expression est équivalente à l'expression obtenue en simplement remplaçant toutes les grandeurs que l'on a calculées au préalable. D'accord? Donc le flux, on a fait le calcul, c'est donc notre fonction inconnue que l'on cherche, d'accord, fois l'aire de la sphère de rayon R, notre surface de Gauss, ça c'est donc le flux, et ça c'est égal à, ici, la charge intérieure divisée par epsilon 0, donc ρ fois 4pi fois a cube divisé par 3, le 3 qui vient de là, hein, et j'oublie pas le epsilon 0. D'accord? Et ben voilà, il suffit maintenant d'extraire cette fonction ER de R de cette expression. Alors bon, c'est pas très dur, on va faire le ménage, on va enlever les 4pi, d'accord? Et puis on va simplement isoler notre inconnu, qui maintenant n'est donc plus une inconnue. Cette fonction ER de R, elle est donc égale à ρ fois a cube sur 3 epsilon 0, et je divise le tout par R carré. D'accord? Je sépare mon 1 sur R carré pour mettre en lumière le comportement de cette fonction. C'est une fonction en 1 sur R carré. D'accord? Très important. C'est la même chose que pour une charge ponctuelle. D'accord? On a un champ qui diminue avec la distance comme l'inverse du carré. D'accord? Bon, et ben c'est fini. Bilan. Bilan, on va simplement conclure. Hein. Bilan. Le champ électrostatique en un point M quelconque de l'espace extérieur à la boule, hein. Si c'était à l'intérieur, il faudrait prendre une sphère de Gauss plus petite et ça modifierait le calcul de la charge intérieure. On ne va pas le faire dans cette vidéo. En tout point M extérieur à la boule, le champ électrostatique est donc donné par une certaine composante, ρ a cube sur 3 epsilon 0. Le comportement en R, il est en 1 sur R carré, et tout ça, c'est porté par le vecteur ER. D'accord? Voilà le bilan du calcul. OK? Tout à l'heure, au début de la vidéo, on était ici. OK? On ne connaissait pas cette fonction ER. Grâce à l'application du théorème de Gauss, on a réussi à extraire cette fonction ER du calcul du flux. Et grâce à l'égalisation avec la charge intérieure ici divisée par epsilon 0, on a été capable d'obtenir cette fonction ER qui se retrouve ici. D'accord? Et donc voici l'expression du champ électrostatique. Voilà, c'est tout pour cette série vidéo. Merci de l'avoir suivi. J'espère que tout ça est un petit peu plus clair et qu'on pourra utiliser maintenant cette méthodologie dans d'autres exercices. Merci et à très bientôt.